a fait un maître. Ce qui est important, c'est vraiment et c'est vrai en fait. Et c'est vrai en fait, parce que quand on a fini sa propre formation, la réalité algérienne fait que on rentre dans une logique de la formation des autres. On est donc centré autour de cette j'ai envie presque de dire tradition universelle de continuité et d'une recherche qui ne s'arrête pas. Et vous avez répondu que oui, il y a des modèles, il y a des possibilités de faire une recherche avec les moyens existants localement. Voilà. Donc le deuxième à qui je vais donner la parole, c'est Monsieur Zouar. Monsieur Zouar, il est de l'université de Bouira, mais c'est un ancien de l'université de Bjaya. C'est un plaisir de le revoir et vous avez la parole, Monsieur Zouar. Merci, Monsieur le Président. Donc, moi aussi, donc, de ma part, je remercie donc mes collègues donc, de l'université de Béjaïa pour cette invitation. Et je profite aussi donc l'occasion de remercier mes anciens enseignants, donc Madame Bidjo, Monsieur Igrouada. Donc, c'est un honneur pour moi d'être aujourd'hui parmi vous. J'espère bien donc qu'on aura d'autres occasions. Donc, je remercie aussi Monsieur Bournine. Donc, j'ai l'honneur de travailler donc avec lui. Ça fait donc 3 ans de ça. Donc, on s'est rencontrés. J'ai vu donc ses axes de recherche. C'est quelqu'un donc dynamique. Il a une volonté de travail. Donc, depuis son arrivée à l'université de Bouira, donc, il essaye, surtout dans ce domaine donc, de la cytologie ou la cytogénétique, il a fait donc pas mal de choses. Donc, M. Arar a dit que le passé donc, est passé, donc on pense beaucoup plus à l'avenir. Et donc j'ai entendu une petite phrase de la part de M. Bourné, je suis à Ma'adjbetnich parce que je suis de Bouira. Donc vous avez donc c'est vrai que vous avez travaillé à l'université de Béjaïa au sein d'un laboratoire au niveau de l'université de Béjaïa, mais chaque fois que j'assiste à des soutenances ici à Béjaïa, donc surtout pour les enseignants qui sont chez nous à Bouira, je leur demande chaque fois donc pour qu'ils essayent donc d'initier au moins des équipes de recherche. Là, alhamdoulilah, donc on a un labo de recherche à l'université de Bouira et on pense à créer des équipes de recherche. Donc d'ici, donc je vous invite donc de se rapprocher au directeur de laboratoire, au moins pour penser à créer donc une équipe de recherche. Ça va vous faciliter bien sûr donc de se lancer dans ce domaine et bien sûr de créer une équipe qui va bien sûr prendre le relais. Donc, donc vous pouvez rester attaché toujours à l'université de Béjaïa, mais on pense beaucoup plus donc au lieu où on est installé maintenant. Moi personnellement, je vous rassure, déjà les thématiques que j'ai donc proposées, elles sont dans le cadre donc de ces thématiques-là. Donc je sais, donc j'ai vu, mais il faut qu'on pense à développer notre laboratoire de recherche. Moi personnellement, depuis 6 ans que j'ai quitté l'université de Béjaïa, je suis toujours chercheur, donc attaché au laboratoire de M. Moulay. Donc je suis chef d'équipe au niveau donc de notre laboratoire à Bouira et je suis toujours attaché à ce laboratoire ici à l'université de Béjaïa. On a pas mal de projets de recherche en commun. On essaye donc de contribuer donc donc c'est ça, donc c'est un coup de pouce qu'on attend de cette jeune génération, surtout cette génération qui vient de l'université de Béjaïa. Donc heureusement on a une équipe, une grande équipe qui vient de l'université de Béjaïa, donc on veut se lancer et on veut suivre le rythme de l'université de Béjaïa. On est passé par là, on sait les compétences de nos enseignants de l'université de Béjaïa et on sait aussi les thématiques de recherche qui sont en train de se faire à cette université. Donc,
Donc revenons donc au parcours de M. Bournine. Donc je vois que c'est un parcours très riche. Donc durant une petite période, M. Bournine donc, a peu publié, je pense, 4 ou 5 articles, soit en tant qu'auteur ou co-auteur. Une vingtaine de communications nationales et internationales. Côté pédagogique, malgré que c'est une petite expérience, mais quand même il a pu assurer, donc je pense, 4 modules, 4 cours avec donc des TD, des TP. Donc c'est un CV donc très riche pour un jeune étudiant, donc un jeune enseignant plutôt. Côté axe de recherche aussi, donc c'est un axe très intéressant. C'est un axe où, c'est-à-dire, il a essayé donc de suivre un modèle d'utiliser un modèle biologique, donc ces espèces végétales. Moi ici, donc, on dit une petite question par rapport au choix de ces espèces végétales. C'est-à-dire sur quelle base vous avez choisi donc ces espèces végétales, ce matériel biologique? Je viens de répondre pour M. Harar. En fait, on réalise une étude ethnobotanique. Donc, en fonction de l'étude ethnobotanique, on sélectionne des plantes. Mais des fois, on a tendance aussi donc de chercher, donc de faire une petite recherche bibliographique sur Internet, donc, pour voir est-ce qu'il y a des plantes, qui ne sont pas exploitées, malgré il y a donc une ressemblance chimio-taxonomique, mais elles ne sont pas vraiment exploitées côté activité biologique. J'ai donné l'exemple de Glossium flavum, elle est de la même famille que l'Chilédonium. Donc, c'est la famille des Papaveracées. Mais si on voit donc sur Internet, les alcaloïdes de Glossium flavum, elles sont jamais exploitées dans les activités biologiques, que ce soit côté activité anticancéreuse, antioxydante. Donc, c'est par rapport à ça, on a essayé donc de développer ou bien de choisir cette plante pour étude. Est-ce que vous avez une idée sur le statut donc, de ces espèces à l'âge, distribution? Est-ce que ce sont des espèces rares, menacées, endémiques? Parce que c'est intéressant. Oui, bien sûr. Ce ne sont pas des espèces endémiques, en fait, ce sont des espèces méditerranéennes. Donc en général, même dans les sables littoraux, on les trouve beaucoup plus dans les sables, concernant Glossium flavum, donc on les trouve beaucoup plus dans les sables littoraux. Parce que nous, en tant qu'écologistes, on va donc beaucoup plus, les biochimistes choisissent donc un matériel biologique sans connaître le statut de l'espèce. Donc de temps en temps, on manipule ou là, donc on utilise un matériel biologique et on voit après que ce sont des espèces rares, ou là ce sont des espèces donc menacées par l'extinction. Et à ce moment-là, donc tout l'effort donc fourni, donc il reste donc, c'est-à-dire on ne peut pas l'exploiter, voilà, parce que le matériel hada c'est un matériel rare, c'est un matériel menacé, c'est un matériel donc qu'on ne peut pas l'utiliser. D'accord, donc ça c'est intéressant donc de voir toujours après le choix d'un matériel biologique, animal ou bien végétal, donc de voir le statut de. Parce que vraiment c'est pas une espèce en voie de disparition. J'ai eu aussi une petite remarque, donc M. Harar a parlé de donc, la collaboration, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille une équipe, il publie automatiquement une équipe. Mais j'ai vu un article, donc en page 6, où je vois page 6. 17 auteurs. Oui. Vous ne voyez pas que... Oui, des fois, il y a des techniques, on n'arrive pas vraiment à les faire au niveau d'un seul laboratoire. Par exemple, là, dans le cadre de l'inhibition de la myoperoxydase, on a fait le docking moléculaire. Donc, à l'étranger, le docking moléculaire, c'est un laboratoire qui est spécialisé dans le docking moléculaire. Donc, c'est par rapport à ça, on sollicite donc des gens
pour réaliser une manipulation. Donc c'est par rapport à ça, on devrait les citer dans un article. Parce que en réalité, donc la publication, c'est vrai qu'on met donc on met les gens qui ont contribué réellement. Oui. Donc vous avez jusqu'à 7-8 personnes qui contribuent à la réalisation de ce travail. C'est vrai, donc vous avez tout un laboratoire, mais pour ce travail-là, donc généralement on met les gens qui ont contribué. Il y a le calme Haja Saghara. Oui. D'accord. Oui. Mais pour trouver. Donc, pour vous signaler juste, M. Zugar, là il y a déjà 5 laboratoires différents qui ont contribué au travail. C'est par rapport à ça, on devrait les citer. Des fois, c'est comme ça. Il y a des techniques qui sont installées dans un laboratoire, on sollicite le laboratoire de la réalité, on doit déjà, donc, la personne, donc, le contribuer à l'article, et même le directeur de laboratoire. Donc, voilà. D'accord. Donc, une dernière remarque par rapport aux essais que vous avez effectués in vitro. Vous les avez testés sur donc quelques tissus. Oui. D'accord. Est-ce que, je ne sais pas, généralement lorsqu'on teste sur un tissu, automatiquement il y a un autre tissu juste à côté. Est-ce que vous avez pris ça en considération, donc les effets néfastes sur d'autres tissus ou Là, dans le cadre des activités in vitro, il s'agit des cellules. C'est des cellules. Donc, soit on les achète, il y a des organismes certifiés maintenant, la ATCC par exemple, American donc, Tape Collection. Donc, ou bien, on pourra également donc, prendre donc, un fragment de tissu et c'est nous-mêmes qui vont extraire ces cellules. Mais en général, je n'ai pas vraiment testé un tissu, sauf dans le modèle CAN. Dans le modèle CAN, par contre, là c'est vrai, mais le traitement il est local. Donc en réalité, on prend donc des anneaux, des rings, et j'essaye de mettre à l'intérieur de cet anneau l'extrait. Généralement, on ne touche pas vraiment à d'autres organes ou bien d'autres. Non, mais je crois que la question de M. Zgour, elle est très intéressante. Il vous dit, vous avez des extraits. Oui. Il tue les cellules tumorales. Ah, là c'est ça. Qu'en est-il des autres cellules? C'est voilà. ça ce que vous vouliez dire. Très bien. Donc, je me suis permis d'intervenir parce que c'est justement là que vos perspectives sont intéressantes. Oui. Donc, je commence d'abord par ma thèse de doctorat. En fait, avant de tester, donc on teste en réalité sur des cellules cancéreuses, mais en même temps aussi sur des cellules normales. Donc, lorsque j'ai testé sur des cellules tumorales, donc mammaires, on a utilisé des cellules donc normales, mammaires. Et en même temps, donc dans le cadre, je vais donc poursuivre la réponse de M. Igarwada, en fait, le globule rouge déjà, c'est un modèle pour expliquer ça. C'est par rapport à ça, on prend notre extrait, on va le mettre directement en contact avec les globules rouges, pour voir en réalité est-ce qu'il n'y a pas vraiment une toxicité, une cytotoxicité. Donc on a vraiment, c'est prouvé que nos extraits, au contraire, ils protègent donc, le globule rouge de l'hémolyse. Je ne sais pas ce que j'ai bien répondu. Oui, c'est clair, c'est bon. Donc, sans trop tarder, je remercie donc M. Bournil une deuxième fois. Donc, je lui souhaite donc une bonne continuation. Merci beaucoup. Je remets la parole à M. le Président. Merci M. Zgour pour votre intervention. Donc, vous avez soulevé un point quand même important, qu'on a tendance à oublier en tant que chimiste, biochimiste, c'est par rapport au statut des plantes. Effectivement, si une plante s'avère prometteuse en termes thérapeutiques, mais qui malheureusement est dans un statut qui ne lui permet pas d'assurer à grande échelle cet effet thérapeutique, ben c'est un peu problématique. Quoique peut-être c'est là que le génie chimique pourrait être intéressant. D'accord ? Ça veut dire que pour les plantes qui ont un statut menacé, le génie chimique, c'est une approche qui pourrait peut-être pallier à ça. Soit par la synthèse ou bien l'émission. Justement, voilà. La plante, elle vous dira que tel type de molécule est intéressant et l'ingénierie chimique se chargera de les élaborer, je ne sais pas comment. Je voulais juste rassurer en plus, monsieur Zokar, c'est une plante vivace. Donc si on laisse les racines, donc il n'y a pas de problème. Donc elle repousse facilement. Voilà. Très bien, donc...